Bien, et bien donc nous allons reprendre pour le séminaire. Et donc c'est un grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Rémi Métivier qui nous vient en voisin de l'Université Paris-Saclay et plus précisément de l'ENS Paris-Saclay dans un beau, grand nouveau bâtiment. Alors Rémi est quand même un Parisien depuis longtemps, puisqu'il a fait l'ENSCP, l'École de chimie de Paris, puis ensuite, parallèlement, son DEA à l'époque à l'UPMC en chimie inorganique, et il a fait une thèse, sa thèse avec Bernard Valeur. Bernard Valeur, on en a beaucoup parlé au premier cours, moi un tout petit peu, mais beaucoup Ludovic, à son premier cours. Et donc là, il a fait une thèse avec lui à l'ENS de Cachan en 2003. Puis il est parti pour un postdoc en Allemagne, à l'université de Mayence, pour travailler avec Thomas Bachet sur la spectroscopie des molécules uniques. Postdoc de 2 ans, qui lui a permis, qui a été donc couronné d'un succès, et qui lui a permis de rentrer chargé de recherche en 2005 à l'ENS Saclay. Où il a eu une activité de recherche soutenue sur les matériaux photoactifs. Et il est donc DR depuis 2018 dans cet établissement. Je voudrais préciser que Rémi est très impliqué dans beaucoup de choses. Alors déjà, ses travaux de recherche ont été, comme je vous l'ai dit, reconnus, et notamment, il a eu la médaille de bronze du CNRS en 2011. Il est également donc très impliqué dans la gouvernance, j'ai envie de dire, dans la gestion de la recherche, avec d'abord il a été président de la division de photochimie, photophysique de la SCF, et puis maintenant il est le directeur de programme du PEPR LUMA. Il a été aussi responsable d'un GDR, donc c'est quelqu'un qui s'implique beaucoup pour la communauté. Mais aujourd'hui, il va nous parler aussi de, souvent, ce qui nous tient beaucoup à cœur, c'est-à-dire nos propres travaux de recherche. Et donc, il va nous parler de molécules à assemblage fluorescent photoréactif. Donc, merci Rémi pour d'être venu ici. Et donc, nous écoutons avec impatience. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation, pour la petite présentation, introduction. Et puis, oui, je suis très heureux aujourd'hui d'être là, un peu impressionné aussi, le Collège de France quand même, et pour vous parler effectivement de molécules, assemblage, fluorescent, photoréactif. Et quand je parle de photoréactivité, en fait, je vais pas mal vous parler de photochromisme. Je vais y arriver assez vite. Alors, hop. Je vais vous parler évidemment de fluorescence. Et si on parle de luminescence, même au sens un tout petit peu plus large, vous connaissez certainement qu'il y a des matériaux inorganiques, minéraux, qui sont fluorescents, luminescents. Vous connaissez probablement que certains organismes vivants sont également fluorescents. Et puis, plus particulièrement, je vous parlerai aujourd'hui de colorants, de fluorophores, qui sont plutôt des fluorophores de synthèse, fluorescents. Alors, ce sera essentiellement de la fluorescence quand je vais vous parler aujourd'hui. Quand on parle de luminescence, ça englobe aussi la phosphorescence, mais pour les composés organiques, c'est quand même relativement rare d'avoir de la phosphorescence. C'est plutôt les composés inorganiques ou organométalliques. Ou alors, il faut chercher de l'émission à basse température, notamment, qui va donner lieu à pas mal de phosphorescence. Et puis, je vous parlerai aussi de photochromisme. Alors, je pense que ça a été un petit peu, vous en avez entendu parler lors des premiers cours ou séminaires, mais le photochromisme, c'est notamment les molécules, matériaux qui, sous l'effet de la lumière, vont être en capacité de changer de couleur. Photo, la lumière, chromisme, la couleur. De manière réversible. Et donc, on va voir que c'est très intéressant et utile dans de multiples situations. Je vais vous donner un certain nombre d'exemples, et puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut construire des molécules et assemblages sur la base de systèmes photochromes. Alors, dans la vie courante, vous avez certainement dû voir les gadgets qu'on peut trouver, qui, quand on se retrouve à l'extérieur, sous l'effet du soleil, il y a des choses qui peuvent changer de couleur. Voilà, c'est rigolo. On a des textiles qui peuvent être photochromes. Alors, on va essayer de déclencher la petite vidéo. Donc ça, c'est quelque chose volé sur Instagram. Mais voyez, par exemple,
le fait d'avoir des textiles, quand on passe en extérieur, au soleil, elles changent de couleur. Ici, du blanc au rose, par exemple. Et puis, le simple fait de se remettre à l'ombre contribue à rendre à nouveau le textile blanc. Donc, c'est des choses qui se vendent, alors qui ne se vendent pas encore beaucoup en Europe, mais en Chine, on peut trouver ça assez facilement. Vous avez certainement entendu parler, peut-être même porté, des lunettes photochromes. C'est-à-dire que là, ce sont des verres optiques qui ont été recouverts de photochrome. Alors là, on cherche une teinte, si possible, la plus neutre possible, pour que ça donne un obscurcissement gris, noir. Et donc, en intérieur, quand on n'est pas soumis à la lumière UV du soleil, c'est transparent. Quand on va en extérieur, ça se colore. Et puis, quand on revient à l'intérieur, ça se redécolore spontanément. Il y a des entreprises françaises, bordelaises là par exemple, hein, qui sont spécialistes de molécules ou colorants un peu intelligents, et notamment photochrome. Polychrome, là, qui est une entreprise ça a été un peu vite, mais enfin, qui est basée à Bordeaux et qui commercialise des photochromes, des thermochromes, différents types de choses. Voilà, tout ce que je vous montre là, sur cette slide, ce sont des photochromes de type T, c'est-à-dire des photochromes qui, quand ils sont plus illuminés, reviennent dans leur état de départ. On parle aussi de photochromes de type P, quand on a des photochromes qui changent de couleur et qui restent dans leur deuxième couleur avant de revenir dans leur première couleur quand on les illumine à nouveau, souvent avec un deuxième type de longueur d'onde. Alors, je vais prendre, et là finalement je vais pouvoir rebondir sur ce qui a été dit auparavant, soit ce cours-là aujourd'hui, mais des cours précédents. Je vais vous expliquer, si on comprend cette slide-là, je pense qu'on a presque tout compris sur le photochromisme. Je prends l'exemple du stilbène. Bon voilà, il se trouve sous sa forme E, et on peut l'imaginer se distordre pour adopter sa conformation, sa configuration Z. Mais évidemment, spontanément, on ne va pas avoir ce type d'isomérisation puisque la double liaison contribue à rigidifier notablement la molécule. Et donc, de manière purement thermique, on n'y arrive pas bien. Alors, on peut finalement représenter cela sous la forme de ce type de courbe d'énergie potentielle. On a le stilbène sous sa forme A, qui est la forme la plus stable en énergie, qui est dans son puits de potentiel, et puis le stilbène sous sa forme B, sous sa forme Z. Quand on veut passer de l'un à l'autre, on a une grande barrière d'activation à franchir, ce qui ne va pas se faire spontanément. On va évidemment impliquer l'état excité. Là, finalement, ça fait référence à ce dont vous a parlé Louis il y a quelques instants à peine. Alors là, je ne vais pas dans le détail des états excités de type singulet ou triplet, mais le simple fait de passer à l'état excité peut nous donner une nouvelle type de réactivité. Quand on absorbe la lumière UV, on va pouvoir passer à l'état excité. Cet état excité se restabilise sous une géométrie un peu différente, intermédiaire entre les deux. On peut retomber à l'état fondamental et, éventuellement, fort probablement d'ailleurs, revenir à l'état A. Il ne s'est rien passé. Alors, j'aime bien la petite image de rugby. Donc, quand on est dans son état A, on peut imaginer qu'on est dans une mêlée dont on ne sort pas, le ballon reste coincé là où il est, on est finalement très bien dans son puits de potentiel. Voilà l'état fondamental dans son état A. Quand on va passer à l'état excité, ce dont je viens de vous parler, là, on peut réellement avoir des nouvelles libertés. D'ailleurs, Louis en a parlé à l'instant, mais simplement pour vous dire, c'est logique qu'à l'état excité, il se passe des nouvelles choses, puisque à l'état excité, on promeut typiquement un électron qui était initialement dans une HOMO, dans une LUMO. Si je pense au stilbène, c'est justement la liaison pi dont on est en train de parler. Quand on passe à la LUMO, ça veut dire qu'on va dans une pi-étoile. Donc la liaison dont on parle n'a plus de caractère pi. C'est un caractère plutôt simple liaison. Donc ça peut tourner, et donc ça peut réagir, et pourquoi pas aller vers la forme Z. Donc à l'état excité, beaucoup de nouvelles libertés s'ouvrent, mais évidemment, on retombe tôt ou tard à l'état fondamental, et comme je vous disais, on peut tout à fait retomber dans son état A. On comprend ces histoires de rendement quantique dont on parlera tout à l'heure. Un rendement quantique, ça veut dire qu'il y a une certaine probabilité, une certaine efficacité de réaction. Ce rendement est très rarement, quasiment jamais, de 100%. Il y a forcément des pertes, on irradie, on passe à l'état excité, mais on revient au point de départ sans qu'il ne se soit rien passé. En revanche, en retombant à l'état fondamental, on peut tout à fait passer justement, facilement, sans barrière d'activation ou presque, vers l'état B. Et donc là, bam,
on peut marquer l'essai en question. Le fait de passer à l'état excité nous a donné cette liberté, on passe à l'état fondamental, on arrive jusqu'à l'état B qu'on a souhaité. Cet état B-là peut lui aussi, techniquement, réabsorber la lumière. Donc, alors, avant de vous parler de ça, il y a effectivement une petite barrière d'activation dont il va falloir qu'on parle tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on est dans cet état B, on peut plus facilement passer la barrière d'activation pour revenir à l'état A. Ça explique ce photochromisme de type T dont je vous parlais à l'instant, c'est-à-dire qu'on irradie, on colore, par exemple, on va vers l'état B de la molécule, mais cet état B sans énergie lumineuse, à l'ombre, simplement l'énergie thermique à température ambiante, permet de revenir tout doucement vers cet état A initial parce qu'il y a une petite barrière d'activation. Mais on peut exciter cet état B à nouveau, on peut à nouveau passer vers cet état excité, et en retombant, à nouveau, il y a un partage entre A et B, mais il peut tout à fait revenir vers A. D'où le fait qu'en illuminant B, on peut promouvoir la réaction retour vers A également. Donc on excite, on repasse à l'état excité, boum, on peut revenir vers A. Alors, donc je vous disais, là je passe un petit peu de temps sur ce petit diagramme énergétique, très simplifié quand même, mais qui permet en réalité de quasiment tout comprendre sur comment fonctionne un photochrome. Cette petite barrière d'activation dont je vous parlais à l'instant, qui, quand on passe de B vers A, cette énergie-là, eh bien, si elle est trop haute en énergie, elle ne va pas se faire spontanément à température ambiante, et c'est pour ça qu'on peut avoir des photochromes de type P, c'est-à-dire qui restent stables, enfin c'est un état métastable, dans son état B. Si en revanche on a une barrière d'activation beaucoup plus petite, eh bien, on a ces photochromes de type T qui reviennent spontanément vers leur état initial. On parle parfois de photochrome positif quand l'état A absorbe dans l'UV, donc il apparaît incolore, et l'état B, lui, absorbe à plus petite longueur d'onde, et donc on peut avoir, à plus grande longueur d'onde, pardon, à plus petite énergie, et donc on peut avoir cette fois-ci une coloration induite par la lumière. Le photochrome négatif, c'est l'inverse. Quand l'état A est coloré et que l'état B ne l'est pas, on a une décoloration sous l'effet de la lumière. Et puis, je vous présente simplement ici des choses dont on vous a à nouveau également parlé si vous avez assisté au précédent cours, mais le rendement quantique, c'est le nombre de photoréactions A vers B comparé au nombre de photons qui ont été absorbés. Donc, si la forme A absorbe 100 photons, si on a 100% de transition vers l'état B, ça devient un rendement quantique de 100%. Le taux de conversion, en revanche, c'est autre chose. Le taux de conversion, c'est le chiffre qu'on donne quand on illumine très longtemps la molécule et qu'on regarde à la fin combien on a converti. C'est assez différent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien garder en tête que quand on illumine à une certaine longueur d'onde, surtout pour les photochromes qui ont la réaction possible dans les deux sens, quand on illumine un photochrome, initialement, on part que de A. Bon, A, on le passe à l'état excité, il a une petite probabilité de passer vers B. Et puis on génère comme ça, tranquillement, tout doucement, du B. Mais B, à un moment donné, peut lui aussi absorber cette même lumière en réalité. S'il absorbe à cette longueur d'onde-là, il peut aussi absorber à longueur d'onde plus courte, et donc il peut tout à fait être à nouveau excité et lui revenir vers l'état A initial. On a une compétition qui intervient au bout d'un certain temps entre l'absorption de A, l'absorption de B et leur rendement quantique respectif. Ce qui fait qu'on a beau avoir des photochromes qui passent très bien de A vers B, s'ils passent très bien aussi de B vers A, on n'arrivera jamais à 100% de conversion. Donc cette conversion, c'est quelque chose d'assez pratique. C'est à la fin, qu'est-ce qu'on obtient quand on illumine très longtemps. On aboutit à la fin à un état photostationnaire où il y a autant de B qui se convertit vers A et de A qui se convertit vers B. On a quelque chose qui ne bouge pas. Et puis ensuite, un petit mot sur les vitesses de réaction. Cette réaction-là, quand on absorbe et puis qu'on va à l'état excité, qu'on se transforme et puis qu'on peut revenir soit vers A, soit vers B, cette transformation-là se fait de manière extrêmement rapide. C'est des réactions à l'état excité qui sont très rapides, qui sont de l'ordre de la femtopicoseconde. En revanche, quand on a un matériau, on peut reprendre l'exemple du gadget, de la robe, des lunettes, eh bien, avant qu'un matériau qui contient une quantité incroyable de molécules se colore et soit visible, que la transition colorimétrique soit visible à l'œil nu, là, on a besoin d'un grand nombre de transformations. Et ça, ce sont des choses qui peuvent être millisecondes quand c'est très rapide, mais de l'ordre de la minute ou de l'heure pour certains. Donc, il ne faut pas confondre la réaction élémentaire, qui est extrêmement rapide, avec la conversion du matériau, quand on a, ou même de son ballon, quand on fait de la photochimie. Là, ça peut prendre des minutes ou des heures, les conversions. Voilà.
Alors j'ai passé pas mal de temps sur les premières planches, je vais sans doute aller un petit peu plus vite sur les suivantes. Donc ça, c'était simplement pour vous dire où est-ce qu'on peut retrouver, et surtout en quoi ça peut être utile que le photochromisme. Alors bon, ça, je sais que Louis en a parlé dans son premier cours. Le mécanisme de vision, en réalité, c'est une réaction d'isomérisation de EZ du rétinal, et c'est quelque chose de réversible. On classe ça d'ailleurs dans les réactions photochromes. Donc les mécanismes de la vision, c'est une des réactions photochromes qui est directement utilisée dans la nature. Et c'est ce mécanisme élémentaire, évidemment, le mécanisme de la vision est très compliqué, mais le premier processus, c'est celui-là, et ensuite ça conduit au signal qui, du nerf optique, parvient jusqu'au cerveau ensuite. Il y a toute une cascade de processus qui s'enchaînent. Mais aussi, on peut concevoir des nanomédicaments si on a des capsules ou des vésicules dont on va pouvoir déstabiliser la coquille grâce à des photochromes qui, sous l'effet de la lumière, on va pouvoir comme ça déclencher à souhait, à l'endroit et au moment où on veut, la libération de médicaments. Oh là 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 là, ça va vite. En termes de matériaux, il y a le stockage optique de l'information. Alors bon, là, on n'est plus tellement là-dessus. Là, c'est le tout dernier temps, puisqu'on est surtout sur des mémoires flash, des disques durs. Mais quand on était sur les DVD ou les Blu-ray, eh ben, il y avait des perspectives de développement de nouveaux systèmes de stockage optique de l'information grâce à des photochromes qui auraient pu permettre de décupler ou de gagner plusieurs ordres de grandeur sur les capacités de stockage de ces systèmes optiques. On peut imaginer des surfaces activables, des systèmes photomécaniques, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais ça c'est assez impressionnant, comment les matériaux photochromes peuvent se déformer sous l'effet de la lumière et conduire à un travail mécanique réellement. On peut faire du stockage d'énergie grâce au photochrome. Je voulais en parler, mais je vous avoue que j'ai supprimé ça de mon topo, parce que je pensais que ça n'allait pas tenir dans l'heure. Et puis également de l'imagerie super résolution. Ça, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure. Alors, j'ai piqué cette planche à la thèse de Stéphane Maisonneuve, qui a fait sa thèse au laboratoire et qui a essayé de compiler en une figure assez représentative les différentes familles de photochromes. Alors, ce n'est pas exhaustif, mais il y en a quand même l'essentiel. Et surtout par type de réaction, il y a des phototautomérisations avec un transfert de protons intramoléculaires entre une forme énol et une forme cétone des salicylidène-anilines. Alors bon, ça c'est quasiment historique, hein, mais les photocycloadditions de l'anthracène, c'est quelque chose de tout à fait réversible et ça rentre dans les réactions photochromes. On a les azobenzènes qui sont extrêmement connus, hein, dont on peut suivre l'isomérisation EZ sous l'effet de la lumière et qui sont extrêmement robustes, remarquables, utilisés dans de multiples applications. On a parlé du stilbène, mais alors je vous en dirai 2 mots tout à l'heure, donc je ne vais pas m'apesantir à l'instant, mais qui peuvent ensuite donner lieu au diaryléthène avec une photocyclisation, ou bien des fulgides, les spiropyranes, spiroxazines, qui sont d'ailleurs typiquement des composés qui peuvent être utilisés en lunetterie, qui conduisent à des changements photochromes. Et puis là, j'ai présenté la coupure homolytique des hexaaryl bisimidazole, qui sont là aussi des photochromes tout à fait remarquables, mais qui conduisent à la libération de 2 molécules qui ont besoin à nouveau de se rencontrer pour reformer la liaison entre les 2 molécules, et beaucoup développées au Japon, par exemple. Alors, je vais vous parler notamment des diaryléthènes, parce que finalement, j'ai beaucoup d'exemples, et puis assez emblématiques de ce qu'on peut faire avec les photochromes grâce aux diaryléthènes. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu, on peut partir, pour expliquer un petit peu d'où ça vient tout ça, on peut partir du stilbène. Donc le stilbène, je vous en ai parlé, je ne reviens pas dessus, le E qui peut, sous l'effet de la lumière, conduire au Z. Ce Z-là, en réalité, il peut tout à fait réagir à nouveau pour conduire à une photocyclisation. C'est presque une réaction parasite de ce qu'on pourrait faire simplement avec le stilbène, hein. Et puis, pire que ça, après, il peut y avoir une oxydation pour conduire au phénanthène, et là, c'est un produit duquel on ne pourra plus revenir. Là, c'est une réaction irréversible. Mais finalement, cette réaction-là au milieu nous intéresse beaucoup. Et c'est ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle les diaryléthènes. Quand on a une réaction comme ça, entre la fonction éthylène centrale là, et puis les 2 phényls, on peut avoir une électrocyclisation photoinduite. Alors quand on a 2 phényls latéraux, en fait les diaryléthènes ont été développés pour avoir des photochromes de type
P, quasiment bistable. Eh bien, ce n'est pas le cas quand on a cette molécule-là, c'est-à-dire qu'en réalité, on a une forte aromaticité initiale qui est brisée lors de l'électrocyclisation. Alors, on a quelque chose de très conjugué quand même, hein, mais on a perdu cette énergie de l'aromaticité, et donc ça conduit à une molécule ici qui est un peu haute en énergie, avec une petite barrière d'activation pour revenir, donc ça, ce n'est pas du tout bistable. Alors que si on utilise des noyaux dont l'aromaticité est beaucoup moins forte, eh bien là, on va rapprocher les deux niveaux d'énergie entre la forme A et la forme B, et on va avoir une barrière d'activation plus élevée, et là, on va se rapprocher des diaryléthènes que vous pourrez, je pense, voir dans beaucoup d'exemples de la littérature, qui fonctionnent très bien et dont la forme B est très stable. Donc quand on change le phényl en furane ou en thiophène, ça marche beaucoup mieux. Et justement, voilà typiquement les premiers diaryléthènes les plus emblématiques et qui ont commencé à très bien fonctionner, là on est dans les années 90, eh bien voilà, on utilise plutôt un thiophène, on utilise plutôt un cyclopentène pour ne plus avoir cette possibilité de revenir sous la forme E initiale, comme ça on bloque la molécule avec les deux cycles aromatiques au touche-touche. Et puis on va même rajouter des groupements phényl, voire même des groupements électroattracteurs pour gagner en stabilité. Et on a quelque chose qui, à la fin, fonctionne vraiment très bien. Et si je résume, on cyclise là-haut pour éviter l'isomérisation ZE, cette réaction-là, là-haut. On utilise un thiophène qui, pour le moment, est quasiment un des meilleurs qu'on ait identifié jusque maintenant. Et puis d'ailleurs, alors là je n'ai pas précisé, mais typiquement pour éviter cette oxydation en phénanthène, là, qui est irréversible, on troque les deux hydrogènes par des méthyls ou d'autres types de groupements. Et du coup, ça évite qu'on ait cette réaction-là parasite. Voilà typiquement pourquoi dans la littérature, si vous allez explorer un peu les matériaux photochromés, notamment les diaryléthènes, vous allez beaucoup retomber sur ce type de structure. Alors effectivement, je vais dire juste un mot, alors pas longtemps puisque j'ai vu que ça avait été quand même un petit peu abordé auparavant, mais on peut faire appel ici aux règles de Woodward-Hoffmann, dont vous a déjà parlé Louis, et qui permettent de mieux comprendre ce mécanisme d'électrocyclisation ici, qui est 4n+2, puisqu'il y a 6 électrons pi. Je prends uniquement le cœur diaryléthène, hein, la fonction éthène centrale, et puis là, il y a un premier noyau aromatique, et puis là aussi, et donc on a ces deux doubles liaisons qui se font face. Eh bien, on peut imaginer que cette électrocyclisation se fasse soit de façon thermique, soit de façon photochimique. Je vous ai dit, les diaryléthènes, c'est de la photochimie dont on est en train de parler. Eh bien, Woodward et Hoffmann ont identifié une petite règle qui consiste en fonction du nombre d'électrons pi, à savoir si on a un mécanisme, et en fonction du fait qu'on est en train de parler d'une réaction thermique ou photochimique, si on a quelque chose de conrotatoire ou de disrotatoire. Ça se comprend simplement en regardant les orbitales frontières. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'explique, c'est-à-dire que quand on a un mécanisme thermique, ce sont surtout les HOMO dont on va parler, eh bien, si les HOMO qui se font face ont une topologie telle que pour pouvoir créer la liaison centrale, là on voit il y a un lobe dans un sens et un lobe dans l'autre, on va devoir tourner les deux carbones de telle sorte que alors dans ce sens ou dans l'autre là, mais de telle sorte que les deux lobes se fassent face de manière liante. Et donc là, les deux carbones vont pivoter dans le même sens. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est un mécanisme conrotatoire. En revanche, si l'orbitale frontière HOMO dans le cas d'un mécanisme thermique ou LUMO dans le cas d'un mécanisme photochimique. Photochimique, on a promu un électron dans la LUMO et c'est cet électron-là qui est le plus réactif. Donc ici, si jamais cette orbitale frontière a plutôt cette topologie-là, eh bien les deux carbones vont avoir tendance à pivoter en sens contraire, donc disrotatoire, pour former la liaison liante. Et donc, vous comprendrez, je pense, très vite qu'en fonction du nombre d'électrons pi, eh bien, soit la LUMO a cette topologie-là et la HOMO a celle-ci, ou l'inverse. Et donc, nous, je reviens à nos diaryléthènes, on est sur un système 4n+2, il y a 6 électrons pi, et on est sur un mécanisme de photochimie, c'est conrotatoire. Conrotatoire va expliquer une chose des diaryléthènes. Notamment, là je reprends mon petit mécanisme de base des diaryléthènes, la forme ouverte ici va avoir tendance à former la forme fermée. Donc cette réaction-là, de manière conrotatoire. Eh bien, cette molécule-là, ouverte,
elle a une certaine flexibilité. Elle peut se retrouver dans deux conformations en réalité. Les formes qu'on appelle parallèles et antiparallèles. Et ça, dans un ballon en solution, il y a une interconversion rapide entre les deux en fait. Alors parfois on peut bloquer les conformations, mais enfin la plupart du temps ce sont des interconversions libres. Eh bien, comme c'est une photochimie conrotatoire, on a besoin que les deux carbones se combinent en pivotant dans le même sens, et ça explique pourquoi uniquement la forme antiparallèle est réactive pour former la forme fermée. La forme parallèle est non réactive. C'est simplement une petite parenthèse, un petit exemple pour vous expliquer qu'en réalité, quand on va regarder la photoréactivité de certains composés, là on parle des diaryléthènes en particulier, eh bien les conformations sont fort importantes parce qu'il y en a une qui est réactive, pas l'autre. Ça explique d'ailleurs pourquoi, quand on fait une cyclisation de diaryléthène, on a une certaine stéréochimie. On a la formation de deux énantiomères, mais les diastéréoisomères, ou les deux substituants pointeraient vers l'avant ou vers l'arrière, ceux-là ne sont pas produits par la réaction photochimique. Voilà. Alors, je suis encore un petit peu dans les explications générales de base sur la photochimie de ces photochromes. Il y a des questions de cinétique et de photocinétique. Je vais essayer d'être le plus bref possible, parce que je pourrais m'étendre pendant des heures. Mais vous savez très bien que, vous avez vu, qu'on peut avoir des cinétiques d'ordre 0 quand on a une espèce A qui se convertit en une espèce B. Alors les cinétiques d'ordre 0, en réalité, elles ne sont pas très communes. On les trouve en particulier quand il y a un réactif il y a quelque chose qui se passe, ce n'est pas juste A qui se convertit en B, c'est A qui va avoir besoin, par exemple, d'interagir avec une surface d'un substrat. Et ce qui va être limitant, c'est plutôt l'accès à ce substrat. Et donc dans ce cas-là, en fait, la réaction, la disparition de l'espèce A est une constante, juste une constante. Ça ne dépend pas de la concentration ni de A ni de B. Et donc en l'occurrence, ça donne une cinétique d'ordre 0, c'est-à-dire un tronçon de droite. Quand en fonction du temps, on regarde la consommation la diminution de la concentration de A, on a un petit tronçon de droite jusqu'à ce que A ait disparu. C'est très peu le cas en réalité. On a plutôt des cinétiques d'ordre 1 quand on a une simple photochimie unimoléculaire entre A et B. Ça conduit à une exponentielle, donc une décroissance exponentielle, donc c'est la courbe rouge, de la disparition exponentielle de A. Ou bien, si jamais il y a deux molécules A qui ont besoin de se combiner pour donner le produit B, et bien là on peut avoir des cinétiques d'ordre 2, etc., etc., etc. Mais on parle ici non pas de réaction, de chimie classique, on parle de photochimie. On peut avoir des photoisomérisations, photodissociations, photoadditions, etc. Mais on a le photon qui intervient là. Donc en fait, une erreur classique, qu'on voit d'ailleurs dans pas mal de publis, c'est de croire qu'on peut coller des cinétiques d'ordre 1 ou de 2 ou de ce qu'on veut sur des photocinétiques. Le fait qu'on ait besoin d'une absorption de photons conduit à des cinétiques bien particulières. Alors comment est-ce qu'on suit ça? Là c'est très rapide, je vous explique simplement un petit montage que par exemple nous on a au laboratoire, mais qui serait à la portée de absolument tout le monde. On utilise une petite lampe xénon, une lampe blanche, qu'on envoie dans un échantillon. L'échantillon contient le photochrome en question. Et cet échantillon va se colorer sous l'effet d'une irradiation. Donc on illumine en permanence un échantillon et grâce à cette lumière blanche, eh bien, on va ausculter, grâce à un petit spectrographe, les spectres d'absorption en fonction du temps. On va voir en temps réel les modifications d'absorption de l'échantillon photochrome, la coloration ou la décoloration du photochrome. Et typiquement, voilà ce qu'on obtient, une courbe comme celle-ci, c'est-à-dire, là je suis l'absorbance à une certaine longueur d'onde. On voit en réalité qu'en fonction de l'irradiation UV, on a une coloration d'un certain échantillon que je ne décris pas ici, mais on a une augmentation de l'absorbance. Et puis quand on va irradier à une deuxième longueur d'onde, ce diaryléthène, parce que je ne vous ai pas dit c'était quoi, mais c'est un diaryléthène, il va se décolorer. Et donc ces cinétiques-là, comment on les explique? Là, je vais vous mettre quelques équations. L'idée, ce n'est pas du tout d'essayer de vous faire retenir grand-chose, mais simplement pour la substantielle moelle, c'est qu'il y a une analyse bien particulière à faire quand il s'agit de photoréaction. Et d'ailleurs, on va revenir assez vite sur cette idée de rendement quantique. Comment est-ce qu'on obtient, de manière la plus rigoureuse possible, un rendement quantique? Eh bien, j'ai une molécule A qui se transforme en une molécule B selon un certain rendement quantique, puisque c'est une réaction photochimique. Et puis, cette molécule B, elle peut revenir de manière photoactivée. Il y a un deuxième rendement quantique B vers A qui existe. Voilà.
Et puis elle peut tout à fait revenir de manière thermique aussi, puisqu'il y a une petite barrière d'activation, il peut y avoir une composante thermique. Il faut bien voir que l'échantillon, loi de Beer-Lambert oblige, eh bien, il y a une certaine lumière qui arrive sur l'échantillon, mais qui va donc être atténuée dans l'échantillon. Et cet échantillon contient les deux molécules A et B. Au début que A, je vous ai dit tout à l'heure, mais au fur et à mesure que B est produit, il y a aussi B qui apparaît. Eh bien, l'équation photocinétique qui drive cette évolution du système, c'est celle-ci. C'est une équation différentielle toute bête. L'apparition ou la disparition de A ou de B là, dépend de la quantité de lumière. Alors là, c'est donc l'apparition de A. Eh bien, l'apparition de A, elle est dépendante de ce que B aura absorbé, multiplié par le rendement quantique B vers A, moins, et ça c'est le côté disparition de A, ce que A aura absorbé multiplié par son rendement quantique associé, plus il y a un peu de A qui peut être produit parce que B va spontanément revenir vers A selon une cinétique thermique classique d'ordre 1. On a les rendements quantiques, on a les intensités absorbées et on a les constantes cinétiques classiques pour thermique. C'est tout bête, mais c'est de ça qu'il faut partir quand on veut voir les photocinétiques. Et donc là, ça c'est une planche full équation, mais je vais vous expliquer en 2 coups de cuillère à peau. En réalité, on a besoin d'éclaircir un peu ce qui est là, en fait. L'intensité absorbée par B ou l'intensité absorbée par A. C'est quoi? C'est combien? Eh bien, on part de l'expression de la lumière absorbée. L'absorbance, c'est le logarithme de I0 sur I transmis. On renverse l'expression, on a l'intensité transmise qui est en réalité, voilà, cette expression-là. C'est la même. Maintenant, je ne veux pas l'intensité transmise, je veux l'intensité absorbée. L'intensité absorbée, c'est l'intensité initiale moins ce qui a été transmis, ce qui ressort de l'échantillon. Et donc, j'obtiens cette petite expression-là. Mais ça, c'est l'intensité absorbée totale. Je veux distinguer ce qui a été absorbé par A de ce qui a été absorbé par B. Donc, j'ai la loi de Beer-Lambert et j'utilise la loi de Beer-Lambert pour dire que la composante absorbée uniquement par A, c'est ce epsilon LCA, le coefficient d'absorption de A, le trajet optique et puis la concentration de A, sur la totalité de l'absorbance totale. Donc, comme ça, j'ai la fraction de ce qui a été absorbé par A multiplié par l'intensité absorbée totale. Et ça, c'est ce qui a été absorbé par A. On voit que déjà l'équation elle n'est pas si spontanée parce qu'après je remplace évidemment l'intensité absorbée totale par ce qui était au-dessus et voilà l'expression de ce qui a été absorbé par A ou par B et ça fait apparaître un gros facteur photocinétique objectivement infâme, 1 moins 10 puissance moins l'absorbance divisé par l'absorbance, sachant que l'absorbance c'est elle-même une somme de concentration de A et de B. Et bien la conclusion c'est que cette équation photocinétique complète là où j'ai remplacé ça par les grosses expressions, on ne peut pas résoudre ça mathématiquement. Ce n'est pas juste qu'on n'est pas suffisamment bon en mathématiques, hein, c'est que c'est quelque chose qui ne se résout pas. Eh bien, on peut tenter quand même de résoudre, mais de manière numérique. Et c'est ce qu'on fait en fait assez facilement au laboratoire. On peut simplement ne pas s'embêter à vouloir résoudre une équation différentielle impossible. On peut simplement résoudre de manière numérique, les ordinateurs maintenant ils tournent très bien, on peut leur donner des conditions initiales, on leur dit voilà, je connais la concentration initiale de A et de B, je sais que je pars que de A par exemple, je connais la puissance d'illumination que j'envoie, l'intensité d'irradiation, je connais les coefficients d'absorption de A et de B, donc je peux calculer sur un petit delta temporel, si je considère qu'il y a très peu de variations de concentration sur un petit delta temporel, eh bien je peux calculer quel devrait être le petit delta de concentration en question. Et ça, j'utilise l'expression directe de l'équation différentielle. Hein. Et puis, je peux faire ça un grand nombre de fois en faisant ça sur plein de petits deltas temporels et je peux reconstruire la courbe photocinétique. Donc, cette équation dont je vous ai parlé, qui n'est pas soluble, elle peut se calculer. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut retracer les profils temporels d'absorption. Et si jamais on a des valeurs inconnues dans notre équation, notamment les rendements quantiques, eh bien on peut essayer de fitter, d'ajuster numériquement notre expérience pour déterminer quels sont les rendements quantiques. Et voilà ce qu'on obtient facilement, c'est-à-dire que, alors, moyennant une petite programmation algorithmique, hein, mais c'est vraiment pas difficile, eh bien la petite courbe en noir, c'est la courbe mesurée. On peut faire l'ajustement numérique en rouge et si on connaît toutes les conditions, nos conditions expérimentales, on peut en déduire
les rendements quantiques. Et puis surtout, ce qu'il faut retenir, c'est ce dont je vous parlais au tout début, c'est que ce ne sont pas des cinétiques d'ordre 1, ni 2, ni 3, ce sont des photocinétiques qui ont des comportements bien particuliers. Dans certains cas, ça peut se rapprocher quasiment des cinétiques d'ordre 0 quand on est dans des conditions d'absorption totale, par exemple, ou bien quand on est en milieu très très dilué, ça va ressembler à des cinétiques d'ordre 1. OK. L'heure passe, là je vais passer un petit peu, là c'était les bases ou les petits fondamentaux pour passer ensuite à un certain nombre de résultats que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui, notamment sur le fait de combiner le photochromisme et la fluorescence. Ça, c'est simplement pour vous mettre en bouche, c'est-à-dire qu'on peut faire de l'imagerie super résolution. Je ne vais pas me lancer là aujourd'hui à vous expliquer ce qu'est précisément l'imagerie super résolution, mais simplement vous expliquer pourquoi c'est intéressant. En fait, quand on fait de l'imagerie de fluorescence, de systèmes biologiques ou autres matériaux, et qu'on veut fluorescent, quand on a du matériel fluorescent et qu'on veut l'observer au microscope, on est limité intrinsèquement par la limite physique de diffraction de la lumière. C'est-à-dire, typiquement, je simplifie à peine, mais on ne peut pas voir des objets mieux que la demi-longueur d'onde. Ça ne veut pas dire que des tout petits objets, on ne peut pas les voir. On peut voir des tout petits objets fluorescents jusqu'à la molécule individuelle, mais simplement l'objet est tout petit, mais ce qu'on va voir nous, c'est une grosse tache. Et quand on a deux objets côte à côte, on ne va pas pouvoir les distinguer l'un l'autre, ça fera juste une tache à peine plus grosse. Eh bien, une des techniques de super résolution, pour gagner en résolution quand même, moyennant des petites astuces, une des astuces, c'est de faire clignoter les molécules fluorescentes, de ne pas toutes les voir en même temps. Si jamais on a, par exemple ici, ce sont des microtubules qui ont été marqués par des fluorophores, eh bien, elles sont marquées par une ribambelle de fluorophores. Si on arrive à les faire clignoter, ou si on arrive à les éteindre sélectivement de manière annulaire pour ne garder que le centre, on peut gagner en résolution optique. Simplement pour vous dire qu'on a besoin de contrôler la fluorescence de nos marqueurs fluorescents. On a besoin d'être capable de les éteindre sélectivement. Et là, les photochromes sont fort intéressants. Là, on est sur un exemple où on a une molécule photochrome diaryléthène, dont l'une des deux formes est fluorescente. Et donc, quand on applique une certaine lumière, on va pouvoir faire clignoter les molécules, on va pouvoir les éteindre à façon. Et alors là, ça c'est ce qui permet de montrer que dans l'exemple présent, je vous laisserai aller voir la publication si vous avez envie, mais globalement, la partie microscopie confocale où il n'y a pas d'effet super résolutif, il est là dans le coin en bas à droite, et on a une largeur à mi-hauteur des microtubules qui est relativement large, et on gagne en résolution, c'est la courbe rouge, quand on active la modalité de super résolution. Je vais vite, mais je veux surtout vous parler des systèmes moléculaires diaryléthène, fluorophore. Les diaryléthènes dont je vous ai parlé sont photochromes, donc on peut les faire transiter entre deux états. Et donc l'idée, c'est qu'il y en ait un des deux qui soit fluorescent et l'autre qui ne soit pas fluorescent. Alors les diaryléthènes eux-mêmes, la plupart du temps, et les photochromes en règle générale, ne sont pas franchement fluorescents en fait. Donc on a quelques exemples quand même. On a des exemples comme celui-ci, où là la forme ouverte est fluorescente, la forme fermée ne l'est pas, ou celui-ci qui ressemble à ce dont je vous ai parlé juste avant, où la forme ouverte est non fluorescente, et là c'est la forme fermée qui est fluorescente. Mais souvent, on perd un peu sur les deux tableaux. Dans le cas présent ici, la réaction photochrome s'opère bien, mais il est très pauvrement fluorescent sous sa forme ouverte. Dans la deuxième, la forme fermée est fortement fluorescente, mais pour le coup très faiblement photochrome. Et elle a beaucoup de mal à revenir à son état initial. Parce que quand on excite une molécule, elle va soit générer du photochromisme, soit de la fluorescence, mais difficilement les deux à la fois. Et donc une des possibilités, c'est de coupler, une autre catégorie, c'est de coupler un photochrome non fluorescent, mais qui change de couleur, simplement, à un fluorophore séparé. Et ce faisant, on peut avoir un mécanisme qui, quand on promeut le photochrome sous sa forme fermée colorée, là, le premier est incolore, le deuxième est coloré, eh bien on va pouvoir avoir un transfert d'énergie qui éteint le fluorophore. Et donc ça, c'est un design assez astucieux qui permet d'obtenir globalement une molécule fluorescente, photoswitchable. Alors juste un petit mot sur ce petit processus dont je vous ai parlé. Le photochromisme, en gros, c'est schématisé comme ça. A absorbe ici, B absorbe un peu différemment, notamment absorbe par exemple dans le visible. Voilà, typiquement ce à quoi pourrait ressembler un spectre d'absorption des formes A et B d'un diaryléthène. Quand on le couple à un fluorophore, donc ça c'est le photochrome A, le fluorophore F, le fluorophore initialement est brillant, fluorescent. Si on l'excite, il fluoresce.
Et donc là, je représente dans mon petit schéma très, très, très simplifié l'absorbance de ce que pourrait être ce fluorophore et l'émission du fluorophore. Et donc cette émission, si elle a le bon goût, enfin plutôt si on choisit correctement le fluorophore et que cette émission recouvre l'absorption de la forme B uniquement du photochrome, eh bien là, on va pouvoir avoir un transfert d'énergie qui va quencher, c'est-à-dire éteindre la fluorescence. Donc là, petit rappel rapide des transferts d'énergie, puisque je vais en parler tout petit peu après. Eh bien, les transferts d'énergie, mécanisme de Forster en particulier, on a besoin notamment en premier d'un recouvrement spectral entre l'émission du fluorophore et l'absorption d'une des deux formes du photochrome. Voilà, ça. On a besoin d'avoir une certaine distance entre le donneur, le fluorophore, et l'accepteur, le photochrome. Si cette distance est trop importante, il n'y a pas de transfert d'énergie. Mais l'avantage du transfert d'énergie, notamment de type Forster, c'est que ça peut quand même intervenir à relativement grande distance. Mais plus cette distance est courte, mieux ce transfert d'énergie opérera. Et puis on a aussi besoin d'une orientation relative qui soit favorable. Si les deux, alors le moment de transition d'émission du donneur, du fluorophore, et le moment de transition d'absorption de l'accepteur sont perpendiculaires, il ne pourra pas y avoir de transfert d'énergie. Il faut que les molécules soient, si on veut, alignées pour que ça puisse se faire. Voilà en gros les trois conditions pour qu'il y ait un transfert d'énergie et pour que ce dont j'ai parlé juste avant fonctionne. Alors voilà, là on arrive sur peut-être le premier exemple de ce qu'on a pu faire ces dernières années que je voulais vous montrer parce que très, très typique de ce qu'on a... Alors avant d'arriver à ce résultat-là, on a travaillé pendant des années, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de résultats infructueux qu'on n'a pas publiés dans Synthesis, mais enfin pas forcément toujours des grands journaux, avant d'arriver à quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Alors, le photochrome, le voici, c'est un diaryléthène, voilà, j'ai longuement déjà décrit, ouvert, fermé. Un fluorophore qui est ici un fluorophore à transfert de charge qui nous permet d'avoir notamment un grand déplacement de Stokes, bon, pas épilogué. Et donc ensuite, on les a attachés ensemble pour avoir cette dyade photochrome-fluorophore du même style que ce dont je vous ai parlé juste avant. Voilà les spectres d'absorption associés, les spectres des photochromes seuls, et on voit qu'effectivement la forme ouverte n'absorbe que dans l'UV, la forme fermée ici absorbe dans le visible, ça lui donne une couleur bleue très franche. Le fluorophore émet, a la bonne idée donc du coup d'émettre à la même genre de longueur d'onde que la forme fermée du photochrome, donc on s'attend à un transfert d'énergie efficace. Et puis voilà pour la dyade. La dyade, je ne m'étends pas, mais on voit sur le spectre d'absorption qu'on a la composante photochrome et la composante fluorophore qui apparaît, c'est normal, les deux sont attachés ensemble. Et puis quand on illumine sous UV, hop, on a une absorption qui arrive ici, c'est la forme fermée du photochrome, donc la réaction photochrome fonctionne bien, on est content. Et puis quand on regarde la fluorescence, eh bien la fluorescence, quand on illumine, dégringole. 90% d'extinction. Donc on est plutôt content. On n'est pas encore complètement content parce que 90% d'extinction, ce n'est pas tout à fait suffisant si on voulait vraiment avoir par exemple des effets de super résolution ou des choses comme ça. On se dit à première vue, ça fonctionne, mais ce n'est pas encore top. Je vous ai dit dans le titre que j'allais parler un peu d'assemblage. Alors une façon simple de faire des assemblages, en fait des sortes de nano-agrégats, c'est de faire des nanoparticules qui sont simplement produites par reprécipitation. On prend un grand volume d'eau, on travaille sur des petits échantillons quand même, quelques millilitres. On prend un petit volume de cette molécule-là, la dyade dont je vous avais parlé juste à l'instant, dans un tout petit volume de THF, plutôt de l'ordre de centaines de microlitres par exemple, ou dizaines de microlitres. On injecte sous agitation la molécule, qui elle n'est plutôt hydrophobe, mais la molécule dans l'eau. Hop, instantanément, ça s'agrège, ça fait des nanoparticules en suspension dans l'eau. Ces nanoparticules, on peut les observer sous microscope. On met une petite goutte sur un substrat, on fait sécher, on observe. Et je vous parlerai un peu de microscopie tout à l'heure, mais on peut faire de la microscopie de fluorescence, de la microscopie à force atomique. Donc avec l'AFM, on peut voir des toutes petites particules et on voit réellement leur taille. Avec le microscope de fluorescence, là, on voit leur émission. Et toutes les petites particules qu'on voit là, on les voit ici. C'est un instrument combiné où on fait et la microscopie de fluorescence et la microscopie AFM, et on peut corréler de quelles particules on parle quand on voit un spot lumineux. On fait aussi la microscopie électronique à balayage pour un peu caractériser tout ça, et on montre qu'on a produit par ce biais des nanoparticules d'une trentaine de nanomètres. Voilà, bon. OK. En termes spectral,
Là où c'est intéressant, c'est qu'on obtient plus ou moins les mêmes spectres que tout à l'heure, le spectre d'absorption qui représente qu'on a toujours les deux fragments attachés ensemble, certes agrégés, sous forme de nanoparticules. Sous effet de lumière, on a une conversion du diaryléthène vers la forme fermée. Alors là, je ne détaille pas trop, mais enfin, globalement, je vous dis que la réaction photochrome fonctionne un tout petit peu moins bien. L'état photostationnaire est un petit peu moins avancé qu'en solution. Mais en revanche, on a une extinction absolument totale de la fluorescence. Donc là, on est très content, même si on ne comprend pas tout à fait. Alors, comme cette vidéo ne fonctionne jamais, je vais tenter une chose, c'est que je devrais la voir sur le truc à côté. Voilà, là, il y a une petite vidéo que je vais tout de suite arrêter si j'y arrive. Si elle veut bien. Elle ne veut pas. Si. Alors, je vous explique simplement avant de la lancer là. C'est qu'on a mis deux échantillons, deux petites cuves, contenant cette même diade photochrome fluorophore. Et, alors vous verrez les deux petites cuves qui vont apparaître ici, enfin si elles veulent bien d'ailleurs. Et puis à droite, le petit laser qu'on utilise dans l'UV pour convertir le photochrome, mais aussi en même temps, il excite le fluorophore. Donc en fait, c'est celui qui révèle la fluorescence, mais qui aussi conduit à la réaction photochrome. Et on s'attend à ce qu'il y ait une diminution de la fluorescence. C'est normal qu'on voit rien là? Si, voilà. Et donc on a mis deux cuves côte à côte qui contiennent le même élément fluorescent, enfin photochrome fluorescent. À gauche, c'est la solution. À droite, ce sont les nanoparticules en suspension dans l'eau. Je vais relancer la petite vidéo pour que vous voyez correctement, mais enfin, voilà. Ce qui se passe, c'est que sous la même intensité lumineuse, la cuve de gauche, tranquillement, se convertit et la fluorescence diminue tout doucement. Là, on a à peine la possibilité de le voir. Mais à droite, alors qu'on parle du même composé moléculaire, à droite, il y a une extinction quasiment instantanée de la fluorescence. Alors, comment est-ce que ça s'explique? On était à la fois content et puis un petit peu surpris quand même. Alors, on ne s'est pas arrêté à une petite vidéo, on a fait des photos bien cadencées où en fait on prend le même échantillon après 20 secondes d'illumination, 40 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et puis on prend des photos, on ne prend pas uniquement des photos, on prend un spectre d'absorption, on prend un spectre de fluorescence, on trace cette petite courbe qui est en fait en fonction de l'avancement de la réaction photochrome qu'on peut obtenir grâce au spectre d'absorption. Donc là, quand on va de là vers là, c'est qu'on va de la forme ouverte du diaryléthène vers la forme fermée. On trace la fluorescence correspondante, l'intensité de fluorescence. Et on voit que la fluorescence diminue bien de manière parfaitement proportionnelle avec la quantité de molécules qui a été convertie. Et on n'arrive jamais à 100% d'extinction, je vous disais tout à l'heure, à peu près 90% de diminution, parce qu'on a atteint un état photostationnaire où les molécules ne peuvent plus se convertir plus loin sous leur forme fermée. Il y a toujours des molécules qui reviennent sous la forme ouverte. Et sous forme de nanoparticules, et on a bien pris soin d'utiliser les mêmes concentrations, les mêmes intensités d'illumination, tout pareil, les mêmes conditions, eh bien on a quelque chose qui est à peu près avec le même fluorescence initiale, mais là en une demi-seconde, 1 seconde, 2 secondes, en quelques secondes, alors qu'on n'a pas beaucoup de conversion photochrome. Le photochrome n'a pas eu le temps de beaucoup se convertir, mais la fluorescence s'effondre. Et là on a un effet non linéaire, c'est-à-dire que même un tout petit peu de conversion conduit à une extinction dramatique de la fluorescence. Donc on n'a pas amélioré fondamentalement les capacités photochromes des diaryléthènes. Ce qu'on a amélioré, c'est sa capacité à éteindre la fluorescence. Et ça se comprend grâce à ces histoires de transfert d'énergie. C'est-à-dire que, voilà un petit dessin de ce que doivent être nos nanoparticules, 30 nanomètres, et dans les dimensions des molécules, tout ça, ça conduit à un espèce de gigantesque agrégat où chaque petit bulbe rouge et gris correspond à ces diades avec le photochrome et le fluorophore côte à côte, et qu'on a agrégé en grand nombre. Il y a plusieurs milliers de molécules qui sont agrégées dans des nanoparticules qui font à peu près 30 nanomètres. Eh bien, initialement, tout est allumé, elles sont fluorescentes. Quand on illumine dans l'UV, eh bien, il va y avoir quelques molécules photochromes qui vont sous la forme fermée. Ces molécules sous la forme fermée vont pouvoir éteindre par transfert d'énergie les fluorophores, mais pas uniquement le fluorophore, pas uniquement les photochromes qui sont directement attachés pas uniquement les fluorophores qui sont directement attachés au photochrome, mais également tous les voisins qui sont dans un certain rayon de Forster, c'est-à-dire dans le rayon d'action
d'extinction par transfert d'énergie des photochromes en forme fermée. Donc en fait, un photochrome en forme fermée, coloré là, qu'on a produit par illumination, va pouvoir éteindre, et on a quantifié ça, jusqu'à plusieurs centaines de fluorophores. Et c'est ça qu'on a appelé amplification géante de la photocommutation de fluorescence. Et c'est ça qui explique du coup les propriétés assez fantastiques d'extinction et de rallumage d'ailleurs de la fluorescence lorsqu'on ajoute un photochrome associé dans des nanoparticules. Alors c'est un exemple qui date d'il y a maintenant quasiment 10 ans, mais qui nous avait beaucoup occupé à l'époque, qui continue d'ailleurs à nous occuper un petit peu, sur lequel on avait fait pas mal de démonstrations sous microscope. Eh bien là, ce sont des nanoparticules individuelles qui, sous l'effet de la lumière, on peut les éteindre, tout ensemble, hein, on peut les rallumer tout ensemble ou une par une, mais là, en l'occurrence, quand sur un grand nombre de nanoparticules, on éteint, on allume, on éteint, on rallume, eh bien, on peut caractériser ce qu'on appelle la résistance à la fatigue. Est-ce qu'après un grand nombre de cycles, on finit par perdre un peu les propriétés ou pas? Là, en l'occurrence, on perd très très légèrement les propriétés, mais au bout d'une centaine de cycles, on n'a perdu qu'à peu près 10% des propriétés de fluorescence. Enfin, de photochromisme probablement plutôt ici. Je vais aller un tout petit peu plus loin dans cette explication. Il faut que j'accélère peut-être un tout petit peu plus loin dans ces explications, c'est-à-dire que là, je ne vais pas m'apesantir, ce sont les spectres d'absorption associés à ces molécules-là, mais vous remarquerez que c'est quasiment la même chose que ce dont je vous ai parlé à l'instant. Ce sont en gros c'est un peu le même photochrome, c'est juste le fluorophore qui change. Là, on a utilisé un périlène diimide pour améliorer un peu les propriétés de l'exemple d'avant. Les périlènes diimides, surtout quand ils sont substitués en position belle comme ça permet de gagner, de faire un espèce de volume libre autour des fluorophores et ça évite l'extinction de fluorescence des fluorophores quand ils sont à l'état quasiment solide. Donc là, on espérait gagner en propriété en utilisant ce type de diade photochrome fluorophore. Et ça fonctionne bien. J'utilise cet exemple parce que j'ai dû mettre peut-être dans le résumé de ma conf aujourd'hui que j'allais vous parler un peu des processus ultra rapides. Je me suis dit que j'allais faire un tout petit pas de côté pour vous expliquer comment est-ce qu'on mesure les efficacités de transfert et les vitesses de transfert d'énergie qu'il y a entre photochrome et fluorophore. Là. On a dit que c'était très efficace, que ça peut éteindre jusqu'à 400 molécules alentour, mais à quelle vitesse et comment ça se passe? On a simplement ici, je vous donne un exemple où on a fait de la spectroscopie d'absorption transitoire, grâce à une collaboration avec Michel Sliva à l'Université de Lille, où on va mesurer un échantillon, donc là c'est la diade photochrome fluorophore sous la forme ouverte, donc quand le fluorophore n'est pas soumis à transfert d'énergie. On a un échantillon, on envoie un premier pulse laser qui va peupler l'état excité et un deuxième pulse laser écarté de quelques dizaines, centaines de femtosecondes, picosecondes, on fait varier le délai entre les deux. Mais donc une deuxième impulsion laser femtoseconde avec un certain délai pour voir le spectre d'absorption juste après cette impulsion pompe. On dit que si on fait de la spectroscopie pompe-sonde. Et ce qu'on trace ici, ce sont les spectres d'absorption transitoire en delta d'absorption en fonction du délai temporel qu'on a entre la pompe et la sonde. Et dans ce cas-là, dans les tout premiers instants, ce qu'on voit, c'est la population de l'état excité. Pendant l'impulsion pompe, on voit ces états excités qui interviennent, surtout grâce à cette partie de bande qui est la dépopulation de l'état fondamental, puisque c'est à l'endroit où la molécule absorbait. On voit une émission stimulée au moment de la sonde. On peut déclencher un phénomène d'émission stimulée qui correspond à l'endroit où la molécule émet. Et puis on voit des absorptions dans le proche infrarouge qui sont, elles, des absorptions typiques des états excités. Bon, on est content, on voit une dépopulation, on voit un état fondamental qui se dépeuple, un état excité qui se repeuple, mais tout ce qui nous intéresse, c'est plutôt ce qui se passe après. Une fois qu'on a peuplé cet état excité, qu'est-ce qui se passe pour revenir à l'état fondamental? Alors là, on suit un petit peu comment évoluent les spectres d'absorption sur des échelles de quelques picosecondes, là, ici, ou des échelles de quelques dizaines, centaines de picosecondes, ici. Et on va jusqu'à quelques nanosecondes, on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une espèce, là on sonde le fluorophore qui revient doucement mais sûrement vers son état fondamental, mais plutôt sur des échelles nanosecondes, parce que le fluorophore il a une durée de vie de quelques nanosecondes. Maintenant, quand on est à l'état photostationnaire, c'est-à-dire quand on a irradié notre échantillon pour promouvoir cette fois-ci le photochrome sous sa forme fermée, là où il y a du quenching, là où il y a de l'extinction de fluorescence, les transferts d'énergie dont on parle, eh bien là, on voit le même type de phénomène, globalement, mais un retour
à la normale. Le retour à la normale, c'est quand on revient avec une ligne toute plate à zéro. Un retour qui se produit beaucoup plus vite, sur quelques picosecondes ou quelques dizaines de picosecondes, pour revenir à la normale. Et ça veut dire que le fluorophore s'est désexcité par transfert d'énergie à des échelles extrêmement rapides. Alors, pour analyser correctement ça, on analyse ces courbes et on en déduit des composantes temporelles. On compare avant et après avoir produit le photochrome sous la forme fermée qui va conduire à ce transfert d'énergie. On voit que le fluorophore, tout seul, quand il n'y a pas de transfert d'énergie, en réalité, il y a deux composantes de temps. On excite dans l'état S2, à la longueur d'onde qu'on a utilisée là pour les manips. Cet état S2 se convertit vers l'état S1 en 70 femtosecondes, et puis cet état S1 se stabilise en quelques picosecondes avant d'émettre de la fluorescence en 6 nanosecondes. Voilà ce qui se passe quand on excite notre fluorophore. En revanche, quand on vient irradier pour avoir la forme fermée du photochrome, eh bien, il y a deux nouvelles composantes temporelles qui apparaissent à 210 et à 24 picosecondes. On regarde où est-ce que spectralement ça correspond, et on montre, là vous me croirez sur parole, mais on montre que la composante très courte à 210 femtosecondes, c'est le transfert d'énergie qui désactive le fluorophore, mais qui du coup active le photochrome, qui lui-même va, avec quelques composantes temporelles qui se recouvrent avec les précédentes, mais notamment une composante temporelle qui lui est propre à 25 picosecondes, revenir vers l'état fondamental, soit de la forme ouverte, soit de la forme fermée. Donc là, on peut arriver à décrypter cette espèce de mécanistique ultra rapide où, en fait, de manière très rapide, je vous l'avais dit en introduction, le transfert d'énergie va très rapidement, mais la réaction photochrome, elle aussi, va très très rapidement, et ça explique cette interaction entre le fluorophore et le photochrome. Et quand c'est très rapide, ça veut dire que c'est très efficace. Alors, une dernière petite chose sur cette dynamique de photoréaction. Quand on irradie notre photochrome à certaines longueurs d'onde, notamment quand on va irradier le photochrome, quand on l'a peuplé sous sa forme colorée, là ce sont des photocinétiques où en fait, alors là c'est le spectre d'absorption de la diade photochrome à l'état ouvert, ça c'est le spectre d'absorption de la diade photochrome à l'état fermé, il y a la bande d'absorption qui apparaît ici qui est typique du photochrome sous sa forme fermée. Quand on va irradier cette forme fermée photochrome pour la faire revenir sous la forme ouverte, c'est la réaction retour, on peut utiliser plusieurs longueurs d'onde, 640 nanomètres, 575 nanomètres et même 435 nanomètres. En faisant cela, on a des cinétiques retour qui sont très différentes puisque les composés n'absorbent pas tous de la même manière. En solution, voilà ce qu'on obtient comme type de photocinétique. En nanoparticules, on obtient des photocinétiques très particulières puisque quand on irradie à 640 nanomètres, on a quelque chose de pas très différent d'avant, mais quand on irradie à 575 ou à 435, on voit apparaître des photocinétiques d'ordre 0. Et je vous ai dit tout à l'heure que c'était très rare dans la réalité d'avoir des photocinétiques d'ordre 0, c'est-à-dire des petits tronçons de droite comme ça, où en fait la molécule revient à une certaine vitesse, presque indépendamment de l'avancement de la réaction. Et donc ça s'explique, et là petit clin d'œil aux équations différentielles dont je vous parlais tout à l'heure, ça s'explique par le fait que la forme fermée, on l'excite directement en irradiant, mais elle est aussi excitée par le transfert d'énergie de nos fluorophores. Quand on excite un fluorophore qui par transfert d'énergie est éteint, et je vous ai dit tout à l'heure que ça pouvait être d'ailleurs très efficace, effet géant d'amplification, etc., mais en réalité on excite ce photochrome forme fermée de manière supplémentaire, et c'est ce qui va expliquer le fait d'intégrer dans l'équation différentielle le terme qui tient compte du transfert d'énergie, permet d'exciter... pourquoi on est... permet d'expliquer pourquoi on a ces photocinétiques. Et en noir, si vous arrivez à voir, on arrive à parfaitement simuler ces équations photocinétiques et expliquer l'ordre 0. Cet ordre 0 peut être compris de la manière suivante, c'est que quand on excite à 640 nanomètres, on excite directement les photochromes forme fermée, qui vont s'ouvrir les uns après les autres, mais plus on irradie les photochromes forme fermée, plus on a une population qui a diminué et moins cette excitation est favorable. Et ça, c'est une cinétique d'ordre 1 classique. Mais quand on excite à une longueur d'onde, par exemple à 575 nanomètres, où on va exciter préférentiellement les fluorophores, ce sont les fluorophores qui excitent les photochromes forme fermée. Ces photochromes forme fermée vont pouvoir réagir. Mais là, quand on continue à irradier, on a toujours autant de fluorophores qu'avant, on a toujours autant d'efficacité de transfert d'énergie, et finalement, ce sont les fluorophores, par effet d'antenne, qui vont contribuer par excitation indirecte à cette transformation photochrome.
Donc finalement, les photochromes sont excités à travers les fluorophores de manière constante, et c'est ça qui va expliquer des photocinétiques d'ordre 0, tout à fait particulières. Alors je vois que je suis complètement en dehors du temps. C'est pas grave, j'avais une deuxième partie dont je voulais vous parler aujourd'hui, j'en parlerai en quelques minutes seulement. Je vous ai beaucoup parlé de photochrome, de réactions induites par photochimie, pour conduire à des modulations de fluorescence. Eh bien, quelque chose de... Alors, ce n'est pas basé vraiment sur les mêmes phénomènes, mais quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut aussi conduire à des modulations de fluorescence grâce à des stimulations mécaniques. Et alors là, moi, c'est une publication en 2013 là, qui m'a beaucoup impressionné. Par exemple, un composé organométallique comme celui-ci, ils ont montré dans cette publication qu'on pouvait finalement avoir deux types de cristaux. Par cristallisation rapide, on obtient des cristaux, mais c'est la même molécule, hein, mais des cristaux qui émettent dans le bleu. Et puis, cristallisation lente, on obtient plutôt des cristaux qui fluorescent jaune. Voilà, on a un polymorphisme cristallin qui conduit à deux émissions très différentes, qui sont expliquées par des interactions orophiliques qui sont différentes. Finalement, cette interaction or-or va conduire à ces modulations de fluorescence. Et au-delà du polymorphisme constaté avec des émissions différentes, c'est quelque chose qui peut être drivé par une stimulation mécanique. Et là, ils ont montré que quand on vient gratter ou presser une petite partie du cristal, et bien finalement, on va, puisqu'il y en a un qui est plus stable que l'autre, hein, le cristal bleu est métastable, et celui qui est le plus stable thermiquement, c'est le cristal jaune. Eh bien, on va induire une transformation morphologique de ces cristaux, on va passer du cristal bleu au cristal jaune, et spontanément, ça va se propager jusqu'à obtenir un cristal jaune, entièrement jaune, émissif dans le jaune. Je trouvais ça très impressionnant, et quand on regarde la littérature, on voit qu'il y a en réalité plusieurs... Donc là, ce sont des phénomènes supramoléculaires, hein. C'est les assemblages, ce n'est pas les molécules en elles-mêmes qui conduisent à ces modulations de fluorescence, c'est la façon dont elles sont empilées et dont elles interagissent les unes avec les autres qui conduisent à ces changements de fluorescence. On voit qu'en fait, il y a pas mal d'autres types de fluorophores, des diphénylamines, des difluorures de bore à ligand dicétone, des cyanostilbènes qui peuvent avoir des propriétés mécanofluorochromes. Alors, ça c'est simplement pour vous dire qu'on s'est beaucoup attardé à l'étude des molécules difluorures de bore à ligand dicétone. Ces molécules DFB, on peut en faire, alors là ce sont des papiers dopés, des petits papiers dopés, quand on dépose cette molécule dans des papiers, sur papier, on obtient une fluorescence jaune. Quand on recuit, donc en fait ce sont des microcristaux qui sont dans le papier, sur le support, qui conduisent à cette fluorescence jaune. Quand on chauffe, on obtient une fluorescence qui devient verte. Et quand on gratte, on a une fluorescence qui, alors en fait c'est plutôt orangé ici, et puis quand on gratte, on va avoir plutôt quelque chose de jaune. Non, c'est l'inverse. En fait, c'est jaune initialement, vert quand on recuit, et ça devient orangé quand on vient gratter. Et en fait, on a ici aussi un polymorphisme entre des cristaux verts, des cristaux jaunes, ou bien une phase amorphe. Quand on gratte, on vient amorphiser finalement le matériau orange. On a un petit peu regardé les structures cristallines, pourquoi et quels sont les empilements qui donnent lieu à ces cristaux jaunes, cristaux verts. On a également étudié pas mal pourquoi, quand on venait initialement déposer, qu'est-ce qui se passait finalement intimement au-delà des changements de couleur d'émission. On a été regarder quelles étaient les espèces émissives. On a vu que dans certains cas, c'était plutôt de type heximérique. Dans d'autres cas, c'était plutôt des émissions monomères ou dimères, et que c'est ça qui expliquait les émissions jaunes, oranges ou vertes. Et puis, je saute là parce que c'est très rapide, il n'y a pas besoin que je m'étende. C'est la même méthode de préparation de nanoparticules. On peut faire des nanoparticules par reprécipitation, comme tout à l'heure. Et alors, on les regarde sous microscope. Je vous ai déjà parlé tout à l'heure qu'on pouvait regarder à la fois sous microscope optique, par fluorescence. On peut voir la fluorescence des objets. On peut aussi, grâce à un microscope AFM, par le dessus, regarder leur taille, leur morphologie, leur dimension, etc. Eh bien, on utilise ce type de microscope pour faire du mécanofluorochromisme. Voilà par exemple un échantillon de ces nanoparticules de DFB dont je vous parlais tout à l'heure.
Et nous, ça nous a particulièrement intéressé de regarder aux toutes petites échelles, parce qu'en réalité, dans la littérature, on voit beaucoup de choses sur des choses très macroscopiques. On a des gros cristaux, on a des poudres, on les broie dans un mortier, on voit que la fluorescence change, etc. On fait des films minces, on voit ce qui se passe. Mais en réalité, à la micro-échelle, on ne sait pas forcément ce qui se passe et comment ça se comporte. Et bien là, on a combiné notre microscopie de fluorescence où on voit les spots, on a dit, on n'est pas dans de la super résolution ici, on voit des spots qui sont limités par la diffraction, donc on voit des gros spots, on ne peut pas voir mieux que ça. Mais on a toutes les propriétés photophysiques associées, là on peut vraiment mesurer la fluorescence. Et l'AFM, lui, nous permet de réellement identifier toutes ces petites particules qui ressemblent d'ailleurs plutôt à des nanoplaquettes, assez jolies, émissives. On a caractérisé leur taille, donc voilà, l'épaisseur de ces nanoplaquettes, c'est de l'ordre d'une trentaine de nanomètres. Et on a identifié deux populations de nanoparticules, de nanoplaquettes. Des nanoplaquettes qui émettaient vertes et des nanoplaquettes qui émettaient jaunes. Et ce n'était pas si inattendu que ça, puisqu'on sait que ce sont des matériaux qui sont polymorphiques et qui ont deux phases cristallines. Et ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est d'aller chatouiller ces nanoplaquettes grâce à la pointe AFM. L'AFM nous permet de les visualiser, de connaître leurs dimensions, etc. Mais si on place l'AFM en mode contact, on peut aller les frictionner, on peut aller les gratter. On fait un scan AFM grâce à la pointe, mais en mode contact, en contrôlant la force verticale qu'on y applique, et puis on lui fait comme si on voulait lui faire une image, mais en réalité, il trace un petit carré ou un petit rectangle, et en faisant ça, il gratte les nanoplaquettes. On voit que après chaque grattage, là, on a refait l'image, on voit que les nanoplaquettes se déforment, mais on voit aussi que leur spectre, et c'est le spectre vraiment d'une nanoplaquette individuelle sous microscope, le spectre initialement jaune se décale peu à peu vers le vert. Et on voit des exemples où ça se décale progressivement vers le vert à force de gratter, et d'autres où ça se décale d'un coup vers le vert, dès le premier grattage. Donc la force de friction, de cisaillement de la pointe conduit à ces modifications spectraux à l'échelle de la nanoplaquette individuelle. On a caractérisé les isostats, on a fait des statistiques, on a pris beaucoup de nanoplaquettes, on les a répertoriées, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de comportements différents, mais que globalement, on a systématiquement ce décalage du jaune vers le vert. Et alors là, je vous fais simplement un petit rappel, c'est que quand on était à l'échelle macroscopique, quand on grattait, vous vous souvenez peut-être pas, ou quand sur mes petits papiers, là, j'avais marqué PPSM, on était sur le vert, et en grattant, on allait vers le orange. Et là, c'est exactement l'inverse. À la nano-échelle, quand on a des tout petits cristaux, on parle de cristaux jaunes qui se transforment en cristaux verts. Et donc là, c'est finalement un phénomène différent qui intervient. La pointe AFM ne vient pas amorphiser l'échantillon, elle vient en réalité déclencher, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on avance, elle vient déclencher le changement de phase cristalline, d'une phase cristalline vers l'autre phase cristalline, du jaune vers le vert, un petit peu à l'image du premier exemple que je vous avais montré. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une transition cristal vers cristal. Peut-être que la phase amorphe intervient entre les deux. Et là, je m'appesantis pas. C'était simplement une dernière slide pour vous expliquer qu'on a exploré beaucoup d'autres composés de type polydiacétylène. Ce diacétylène-là comporte une petite entité fluorescente. Et on a essayé de caractériser vraiment de manière quantitative quelle est la force, la quantité de nanonewtons nécessaires pour conduire à la transformation mécano-fluorochrome. Des diphénylamines. Et voilà. Et je termine par quelques livres de chevet, si ça vous intéresse. On a parlé tout à l'heure de Bernard Valeur. Voilà, ben là, c'est le bouquin de Bernard Valeur. Alors, en français, il y a un excellent livre de photophysique, photochimie qui émane de certains membres de notre laboratoire. Et puis, beaucoup de livres plus ou moins récents, mais oui, sur les photochromes ou les photoswitches. Et puis là, un livre également sur le mécanofluorochromisme. Et évidemment, je remercie toutes les personnes qui ont contribué aux exemples dont je vous ai présentés. Je ne vous ai pas mis évidemment la totalité des membres du laboratoire ou de l'équipe, mais globalement tous ceux qui ont contribué aux exemples que je vous ai montrés tout à l'heure et les principaux collaborateurs. Voilà, j'ai un petit peu débordé, je suis désolé, je vous remercie pour votre attention.